Une immense salle de bal au plafond voûté, éclairée seulement par la lueur dorée de centaines de chandeliers en cristal et par le feu mourant de grandes cheminées de marbre noir. Des ombres dansent sur les murs tapissés de velours rouge, sombres de tableaux représentant des princes et des reines depuis longtemps réduits en cendres. Au centre de la pièce, une longue table d'ébène dressée comme pour un conseil de guerre. Des coupes d'argent remplies d'un vin épais et rouge, des parchemins scellés à la cire noire, et un trône vide surélevé, sculpté de lions et de couronnes brisées. L'air est lourd d'un parfum de cire chaud, de vieux livres, de sang frais et d'un soupçon de poudre à canon venu d'un autre siècle. On entend au loin le murmure étouffé d'une valse, comme si les morts continuaient à danser derrière les portes closes. Ici, dans cette salle où la lumière ne révèle jamais tout à fait les visages, se trouve le cœur battant de la Camarilla. Pas une secte parmi d'autres, mais la secte. Celle qui prétend incarner la civilisation dans un monde de monstres. Celle qui a imposé la mascarade comme loi sacrée, pour qui les mortels continuent d'ignorer ce qui rôde dans l'ombre. Celle qui affirme avec une arrogance froide et millénaire que sans elle, la nuit sombrerait dans le chaos le plus absolu. Ils se nomment eux-mêmes les gardiens de l'ordre, les architectes de la société caïnite, les princes sans couronne qui règnent sur les cités invisibles. Derrière leur masque de civilité et leur sourire poli se cache une machine politique impitoyable forgée dans le sang et les serments de la convention des Thorns. Ventrue au regard calculateur, Toréador aux sourires envoûtants, Trémères aux murmures occultes, Nosferatu tapis dans les égouts, Malkavian aux vérités dérangeantes et Brujah à la force muselée. Tous courbent l'échine devant les 6 traditions. Tous jouent le jeu de la hiérarchie. Tous acceptent du moins en apparence que l'ordre vaille mieux que la liberté sauvage. Pourtant, sous les lustres scintillants et les serments d'allégeance, coule une vérité plus tranchante. La Camarilla n'est pas seulement une alliance, c'est un empire. Un empire fragile, hypocrite, rongé par l'ambition, la peur et les trahisons de l'intérieur. Un empire qui a survécu aux anarques, aux sabbats et aux chasseurs et au temps lui-même, mais qui tremble chaque nuit à l'idée que quelqu'un ose enfin briser les chaînes qu'il a lui-même forgées. Bienvenue dans la tour d'ivoire, bienvenue dans le monde où la politesse est une arme, où le statut est plus précieux que le sang, et où un seul mot mal placé peut vous coûter bien plus que votre existence. Ici, on ne survit pas en étant le plus fort, on survit en étant celui qui dicte les règles. C'est l'histoire de la Camarilla. Origine et histoire de la Camarilla. Imaginez les nuits de la fin du XVe siècle, ces ténèbres où la peur avait un nom. L'Inquisition. Des bûchers s'élevaient dans toute l'Europe, alimentés non seulement par la folie des mortels, mais par les imprudences des caïnites eux-mêmes. Des Lasombras trop arrogants avaient joué avec le feu de l'église. Des anciens sacrifiaient sans remords leurs propres infants pour sauver leur peau. Et les jeunes vampires, lassés d'être traités comme du bétail, commençaient à gronder. C'est dans ce brasier que naquit la Camarilla, non comme une simple alliance, mais comme la dernière tentative désespérée des anciens pour imposer l'ordre face au chaos qui menaçait d'engloutir toute la lignée caïnite. Tout commence réellement vers 1394. Les anciens, terrifiés par les chasses aux sorcières qui décimaient leur domaine, se réunissent en secret. L'idée d'une ligue de vampires, une Camarilla, un cercle de pairs qui se rencontrent à l'abri des regards mortels, flotte déjà depuis quelque temps. Mais c'est un événement précis qui transforme cette idée en urgence vitale. La destruction d'Ardestadt l'Ancien, puissant Ventrue allemand, diablé par Tyler, une Brujah rebelle, lors d'une attaque audacieuse sur son château. Ce meurtre d'un ancien par ses propres descendants marque le début officiel de la première révolte anarque. Les jeunes exaspérés par les liens de sang, les servitudes forcées et le mépris des anciens se soulevaient clan après clan. Les Brujah mènent la charge, suivis par de nombreux Lasombras et Tzimisces. La révolte s'étend comme un incendie, tandis que l'Inquisition, alertée par les troubles, redouble de fureur. Face à cette double menace, les mortels qui brûlent tout ce qui bouge la nuit et les jeunes qui refusent désormais l'autorité des anciens,
un groupe d'anciens se constitue en fondateur. En 1435, ils annoncent ouvertement la création de la Camarilla. 7 clans répondent à l'appel. Les Ventrous, les Toreadors, les Tremere, les Nosferatu, les Malkavians, les Gangrel et les Brujah qui n'avaient pas pris part à la révolte anarque. Les fondateurs, menés notamment par des figures comme Hardestadt, dont le nom survit malgré sa destruction, et d'autres anciens influents, proposent une solution radicale, une structure hiérarchique stricte, des lois communes et surtout la mascarade, cette grande illusion qui doit convaincre les mortels que les vampires n'existent pas. Mais la révolte ne s'arrête pas là. Pendant près de 60 ans, la guerre fait rage. Les anarques refusent de plier. Les Assamites, profitant du chaos, multiplient les contrats de diablerie. C'est seulement en 1493, le 23 octobre précisément, que tout bascule. Dans la petite abbaye de la Couronne Sacrée près du village de Thorns en Angleterre, se tient la Convention des Thorns. Représentants de la Camarilla naissante, chef des anarques et même une délégation assamite s'y rencontrent pour négocier une paix fragile. Les fondateurs imposent leurs conditions. Les 6 traditions deviennent loi. La mascarade est érigée en pilier absolu et les justicars sont créés pour faire respecter l'ordre. Les anarques, épuisés et décimés, acceptent en grande partie de rejoindre la Camarilla en tant que membres à part entière, du moins officiellement. Mais les Lasombra et les Tzimisces, eux, rejettent avec mépris cet ultimatum qu'ils jugent tyrannique et fondent le sabbat, cette contre-secte monstrueuse qui promet la liberté par la violence et le rejet de toute humanité. La Convention des Thorns marque donc la véritable naissance de la Camarilla telle que nous la connaissons. Ce n'est plus une simple coalition d'urgence, c'est une secte structurée avec ses princes, ses primogènes, son cercle intérieur et ses archontes. Les fondateurs se proclament gardiens des Caïnites, affirmant que leur autorité s'étend sur l'ensemble de la lignée, anarque inclus. Pendant les siècles suivants, la Camarilla consolida son emprise. Elle survit aux guerres contre le sabbat qui ravage l'Europe et l'Amérique. Elle s'adapte à l'âge des Lumières, à la révolution industrielle, aux 2 guerres mondiales. Les Ventrous et les Toreadors deviennent les maîtres des cours princières. Les Tremere contrôlent la sorcellerie du sang. Les Nosferatu tissent leur propre réseau d'espionnage. Les Malkavians offrent leur vision dérangeante. Les Brujah apportent leur fougue, souvent contenue, et les Gangrel leur force brute dans les territoires sauvages. Pourtant, la Camarilla n'est pas monolithique. Des tensions internes persistent. Les traditionalistes face aux modernistes, les clans qui se disputent le pouvoir, les caïtifs et les sangs clairs que beaucoup considèrent comme des menaces. Et puis vient la fin du XXe siècle, les nuits finales. En 1999, un événement majeur ébranle la Tour d'Ivoire. Le clan Gangrel, sous la conduite de son justicar Xaviar, quitte officiellement la Camarilla. Après une confrontation dramatique avec le cercle intérieur, où Xaviar aurait évoqué des visions d'antédiluviens se réveillant, la majorité des Gangrel choisissent l'indépendance, devenus autarkistes ou rejoignant les rangs des anarques. Ce départ marque un tournant. La Camarilla perd l'un de ses 7 clans fondateurs, affaiblissant sa présence dans les territoires sauvages et renforçant l'image d'une secte rigide, incapable d'écouter ses propres membres. Aujourd'hui, dans le monde des ténèbres, la Camarilla reste la secte la plus puissante et la plus organisée. Elle domine la plupart des grandes villes occidentales, impose la mascarade avec une poigne de fer et maintient l'illusion d'un ordre civilisé. Mais sous les lustres des Élyséums et les serments de loyauté, les fissures sont visibles. La peur de la géhenne, des infiltrations du sabbat, les rébellions anarques et cette arrogance millénaire qui pourrait bien causer sa perte. Car la Camarilla n'a jamais été seulement une alliance de survie. Elle est, depuis la Convention des Thorns, un empire. Un empire qui prétend parler au nom de tous les Caïnites, qui refusent encore d'admettre qu'une partie d'entre eux ne veut plus l'écouter. C'est ainsi que nuit après nuit, dans les salons feutrés et les donjons secrets, la Camarilla continue d'écrire son histoire. Une chronique de pouvoir, de trahison, de traditions inviolables, et la peur constante que tout cela puisse un jour s'effondrer sous le poids de sa propre hypocrisie. Structure et organisation de la Camarilla. Entrez dans n'importe quelle grande ville du monde des ténèbres après le coucher du soleil. Derrière les lumières des gratte-ciel, le brouhaha des rues, il existe une autre cour, invisible, silencieuse,
implacable. C'est la cour de la Camarilla, un système de pouvoir aussi ancien que raffiné, où chaque place est minutieusement définie, où chaque mot est pesé et où un simple regard peut sceller un destin pour plusieurs siècles. Au sommet de cette pyramide trône le prince, souverain absolu de la ville. Il détient le droit de vie et de mort sur tous les caïnites présents sur son domaine. C'est lui qui accorde le droit de chasse, qui autorise ou refuse l'étreinte, qui déclare la chasse au sang contre les traîtres et qui représente officiellement la Camarilla face aux autres sectes. Un bon prince est à la fois diplomate, juge, stratège et tyran éclairé. Un mauvais prince finit généralement réduit en cendres lors d'un coup d'état discret orchestré avec élégance. Juste en dessous du prince siège le conseil des primogènes. Chaque clan reconnu au sein de la ville y envoie généralement un représentant, le plus souvent son membre le plus âgé et le plus influent. Le conseil des primogènes conseille le prince, vote des lois locales, gère les conflits entre les clans et protège farouchement les intérêts de leur lignée. C'est au sein du conseil des primogènes que se jouent les véritables jeux de pouvoir. Alliances temporaires, trahison élégante, marchandage et prestations de lutte d'influence qui peuvent durer des décennies. Les primogènes ne sont pas de simples conseillers, ils sont de véritables gardiens des traditions de leur clan et les arbitres des équilibres de pouvoir au sein de la ville. Le sénéchal, la main droite du prince, il gère les affaires courantes, prépare les audiences et remplace le prince en cas d'absence ou de destruction. Souvent choisi parmi les ventrous ou les toréadors, il est l'administrateur en chef de la ville. Le shérif, le bras armé de la justice, chargé d'enquêter sur les crimes contre les traditions, d'exécuter les sentences et de maintenir l'ordre par la force si nécessaire. Le gardien de l'Elyséum, gardien des lieux sacrés où la violence est strictement interdite. Il veille au respect absolu de l'Elyséum, organise les rassemblements et punit ceux qui osent y verser le sang. La harpie, la voix de l'opinion publique, souvent un toréador ou un ventrou au charisme redoutable. La harpie distribue et retire du statut, colporte les ragots et peut ruiner une réputation en une seule nuit par un simple commentaire bien placé. Le fléau, le chasseur des indésirables, sa mission est de traquer les caïtifs, les sans-clercs et tous ceux qui n'ont pas reçu l'autorisation de résider en ville. Une position brutale, souvent confiée à des vampires plus jeunes et plus agressifs. Le cerbère, gardien des frontières de la ville, il surveille les entrées et les sorties des caïnites, contrôle les visiteurs étrangers et empêche les indésirables de s'installer. Souvent perçu comme le chien de garde du prince, il travaille en étroite collaboration avec le fléau, sous la direction du shérif. Au-dessus de cette structure locale existe un niveau supérieur, bien plus secret et redouté, le cercle intérieur. Composé des plus anciens et des plus puissants anciens des clans fondateurs, le cercle intérieur se réunit rarement en personne. C'est là que se décident les grandes orientations de la secte, que sont nommés les justicars qui règnent et règlent les crises qui menacent la Camarilla dans son ensemble. Les justicars sont les juges suprêmes et les exécuteurs de la volonté du cercle intérieur. Il en existe traditionnellement un par clan fondateur. Ils possèdent une autorité presque absolue. Ils peuvent destituer un prince, déclarer une chasse au sang à l'échelle d'un continent, ou même ordonner la destruction d'une ville entière si elle menace la mascarade. Ils sont accompagnés de leurs archontes, des agents d'élite souvent jeunes et fanatiquement loyaux, qui agissent comme leurs yeux, leurs oreilles et leurs lames dans l'ombre. Enfin, tout ce système repose sur deux piliers invisibles mais essentiels, le statut et les prestations. Le statut est la monnaie sociale de la Camarilla. Il se gagne par les services rendus, les faveurs accordées, la loyauté démontrée et l'ancienneté. Un vampire au statut élevé peut exiger presque n'importe quoi d'un inférieur. À l'inverse, perdre son statut équivaut à devenir un paria. Les prestations, quant à elles, sont les dettes de sang et de service. Tu me dois un service ou une prestation est une phrase qui peut lier un vampire pour des siècles. Ainsi fonctionne la Camarilla, une machine parfaitement huilée où chaque rouage connaît sa place, où la politesse est une arme plus dangereuse qu'une lame, et où la hiérarchie n'est pas une suggestion, mais une loi gravée dans le sang. C'est un empire de velours et d'acier où l'on peut sourire à son pire ennemi pendant qu'on prépare sa chute, et où survivre ne dépend pas seulement de la force, mais de la capacité à jouer le jeu selon les règles écrites il y a plus de 500 ans. Dans cette structure rigide, chaque vampire doit choisir. Plier le genou et monter lentement en échelon,
ou refuser le jeu et devenir un ennemi de la Tour d'Ivoire. Les 6 traditions. Au fondement même de la Camarilla reposent les 6 traditions, gravées dans le sang lors de la Convention des Thorns en 1493. Ces lois ne sont pas de simples règles, elles sont l'armature sacrée de la secte, le contrat inviolable qui sépare l'ordre de la barbarie. Chaque prince les fait lire lors de l'étreinte d'un nouveau vampire, et chaque justicare les fait respecter avec une implacable sévérité. Elles sont la colonne vertébrale de la Tour d'Ivoire. La première tradition, la mascarade, nul ne devra révéler sa vraie nature à qui n'a pas le sang. Quiconque le fera ne pourra plus se réclamer du sang. C'est la loi suprême, celle qui protège l'existence même des Caïnites. Sans elle, les mortels avec leurs caméras, leurs armes et leurs peurs balayeraient la lignée entière des Caïnites. Briser la mascarade équivaut à une trahison contre tous les vampires. La seconde tradition, le domaine. Ton domaine est ta charge, tous t'y doivent respect, nul ne peut défier ta parole dans ton domaine. Le prince règne en maître absolu sur sa ville, son mot fait loi. Cette tradition consacre le pouvoir territorial et empêche les guerres de territoire constantes qui déchireraient la secte. La troisième tradition, la descendance. Tu n'auras de descendants qu'avec l'aval de tes anciens. Si tu crées sans cet accord, toi et ta descendance seraient détruits. Cette loi contrôle strictement la population vampirique. Elle évite les embrassades sauvages et permet aux anciens de maintenir l'équilibre démographique dans chaque ville. La quatrième tradition, la responsabilité. Ceux que tu crées sont tes enfants. Jusqu'à leur émancipation, tu les commanderas en toutes choses. Leurs fautes seront les tiennes. Le sire est entièrement responsable de son enfant. Cette tradition renforce la chaîne de commandement et dissuade les créations impulsives ou maladroites. La cinquième tradition, l'hospitalité, honore le domaine d'autrui. Lorsque tu pénètres dans une ville étrangère, présente-toi devant celui qui y règne. Sans sa bienvenue, tu n'es rien. Tout vampire voyageur doit se présenter au prince local. Sans son accord, il est considéré comme un intrus et peut être légitimement chassé ou détruit. La sixième tradition, la destruction. Nul ne détruira un de ses semblables. Le droit de destruction appartient aux seuls anciens. Seuls les plus anciens d'entre nous peuvent appeler à la chasse au sang. Seul un prince ou un justicare peut légalement ordonner la destruction d'un Caïnite. Cette tradition empêche les vendettas privés et centralise le pouvoir de vie et de mort entre les mains des anciens. Ces 6 traditions ne sont pas négociables. Elles sont récitées, jurées et gravées dans la mémoire de chaque membre de la Camarilla. Elles protègent la secte, tout en servant de chaîne élégante pour maintenir chaque vampire à sa place. Les clans de la Camarilla. Au cœur de la Tour d'Ivoire se trouvent les 7 clans qui ont juré allégeance à la Camarilla lors de la Convention des Thorns. Ils forment l'épine dorsale de la secte, chacun apportant ses forces, ses talents et ses vices à l'édifice fragile de l'ordre vampirique. Ensemble, ils prétendent incarner la civilisation dans un monde de monstres. Les Ventrous, les seigneurs, maîtres incontestés de la politique et du pouvoir, ils fournissent la grande majorité des princes et considèrent la Camarilla comme leur empire légitime. Froid, calculateur et imprégné de dignitas, ils dictent les lois, forgent les alliances stratégiques et maintiennent la hiérarchie avec une arrogance naturelle. Ce sont eux qui incarnent l'autorité suprême de la secte. Ils occupent les postes de prince, de sénéchal et dominent souvent les primogènes. Sans les Ventrous, la Camarilla n'aurait ni structure ni légitimité. Les toréadors, les artistes, ils incarnent la beauté, la culture et la séduction. Gardiens jaloux des Élyséums, maîtres de la présence et influenceurs de la haute société mortelle, ils apportent le raffinement, l'élégance et l'influence culturelle à la secte. Ils excellent dans le rôle de harpies et de gardiens de l'Élyséum, utilisant leur charisme pour manipuler l'opinion et transformer les bals et galas en véritables armes politiques. Derrière leur sourire envoûtant se cache souvent une vanité cruelle et une soif insatiable de reconnaissance et de statut. Les trémères, les sorciers, maîtres absolus de la thaumaturgie et gardiens jaloux de leurs secrets occultes. Ils offrent à la Camarilla une puissance magique inégalée. Loyaux avant tout à leur clan,
et à leur hiérarchie interne, ils servent la secte comme conseillers occultes, gardiens de rituels de protection et armes de dernier recours. Leur présence renforce considérablement la défense de la mascarade, mais leur soif de connaissance et leur goût pour les expériences interdites les rendent à la fois indispensables et profondément craints par les autres lignées. Les Nosferatu, les monstres, hideux et rejetés en surface, ils règnent sur les égouts, les catacombes et les réseaux d'information. Leurs espions, leurs informateurs et leurs réseaux de renseignements font d'eux les yeux et les oreilles invisibles de la Camarilla. Ils excellent dans le rôle de fléau et de cerbère, surveillent les mouvements des ennemis et vendent ou monnaient des secrets à prix d'or. Personne ne les aime, mais tout le monde a désespérément besoin d'eux. Leur loyauté à la secte est souvent pragmatique. Tant que la Camarilla les protège, ils protègent ses secrets. Les Malkavians, les fous, porteurs de visions et de vérités dérangeantes, ils apportent à la Camarilla une sagesse chaotique et souvent prophétique. Leur folie est à la fois un don et une malédiction. On les tolère parce qu'ils voient ce que les autres refusent de voir. Ils anticipent les crises et qu'ils peuvent parfois percer les voiles du djihad. Ils servent fréquemment d'oracles officieux ou de conseillers étranges auprès des princes. Cependant, leur imprévisibilité et leur crise de démence en font des éléments à la fois précieux et extrêmement dangereux. Les Bruja, les rebelles. Guerriers passionnés, intellectuels enragés et idéalistes brisés, ils incarnent la fougue et la contestation contrôlée. Autrefois piliers de la révolte anarque, ils ont été intégrés de force dans la Camarilla après la convention des Thorns. Leur rôle est ambivalent. Ils servent de force de frappe lors des conflits ouverts, de shérifs impitoyables ou de voix dissidentes au sein des conseils primogènes. Leur rage est utile en temps de guerre, mais elle reste une menace constante pour l'ordre établi. La Camarilla les garde près d'elle, tout en les tenant en laisse. Les gangrels, les bêtes. Nomades, survivants et prédateurs sauvages, ils apportaient la force brute, la connaissance des territoires extérieurs et une capacité de survie exceptionnelle. Ils servaient souvent de cerbères aux frontières des domaines, de shérifs dans les zones rurales et de guerriers de première ligne contre le sabbat. Leur départ massif en 1999 sous la conduite du justicar Xaviar a laissé un vide douloureux dans la structure militaire et frontalière de la secte, affaiblissant considérablement sa présence dans les terres sauvages. Mais au-delà de ces 7 lignées officielles existent les caïtifs, les sans-clans, ces vampires nés sans lignée reconnaissable ou ayant perdu tout lien avec leur clan d'origine occupent une place particulièrement ingrate au sein de la Camarilla. Considérés comme des bâtards, des anomalies ou des menaces potentielles à la pureté du sang, ils sont tolérés mais rarement acceptés. La plupart des princes leur refusent le droit de résidence permanente. Les primogènes les méprisent ouvertement et les fléaux s'amusent à les traquer avec zèle. Les caïtifs se voient souvent relégués aux tâches les plus basses et les plus dangereuses. Éclaireurs jetables, chair à canon lors des conflits, espions sacrifiables ou boucs émissaires commodes. Ils survivent en marge de la société vampirique, obligés de prouver sans cesse leur utilité pour espérer un semblant de reconnaissance ou de statut. Beaucoup finissent par rejoindre les anarques ou deviennent autarkistes, préférant la liberté dangereuse à l'humiliation quotidienne d'être un paria dans la tour d'ivoire. Enfin, les sangs clairs, apparus en plus grand nombre à l'approche de l'AGN, sont encore plus mal considérés. Pour beaucoup de membres de la Camarilla, leur simple existence est un signe annonciateur de la fin des temps. Faibles, souvent incapables de créer des ghouls ou d'utiliser pleinement leur discipline, ils sont traqués sans pitié. La plupart des princes appliquent la chasse au sang à leur encontre, sans la moindre hésitation, les considérant comme une abomination qui menace la pureté de la lignée. Ainsi se compose la Camarilla, une hiérarchie stricte où les clans fondateurs se partagent le pouvoir et les honneurs, tandis que les caïtifs et les sangs clairs rappellent à tous que, même dans la plus civilisée des sectes, il existe toujours des êtres considérés comme inférieurs. Cette structure rigide assure la stabilité, mais elle apporte aussi en elle les germes de sa propre fragilité. Les points forts. Le premier et le plus évident des atouts de la Camarilla est sa structure rigide et son organisation exceptionnelle. Contrairement au chaos du sabbat ou à l'anarchie décentralisée des anarques,
la Camarilla offre un cadre clair, prince, primogène, justicar, archonte, statut et prestations. Cette hiérarchie permet une coordination efficace à l'échelle locale et globale. À Chicago, la Camarilla maintient un contrôle serré sur la ville malgré les tensions internes grâce à un prince capable et à un primogène qui équilibre les intérêts des clans. À New York, après des années de domination du sabbat, la Camarilla a réussi à reconquérir la ville en exploitant les divisions de la Main Noire, prouvant sa capacité à frapper avec patience et précision lorsque l'occasion se présente. La mascarade est son deuxième pilier. En imposant cette grande illusion avec une poigne de fer, la Camarilla a permis aux Kainites de survivre dans un monde où les mortels possèdent désormais des armes capables de les anéantir. Les Tremere ont développé des rituels de protection, les Nosferatu des réseaux d'information pour étouffer les fuites, et les Ventrue des influences politiques pour orienter les médias. Cette obsession de la discrétion a sauvé les Kainites plus d'une fois, notamment lors des 2 guerres mondiales où les anciens ont compris que les bombes atomiques ne faisaient pas de différence entre vampires et mortels. Troisièmement, la Camarilla bénéficie d'une puissance économique et politique colossale. Les Ventrue et les Toreador contrôlent les banques, les entreprises, les médias et les cercles de pouvoir mortels. Dans de nombreuses villes, un simple coup de téléphone du prince peut mobiliser la police, la justice ou les services secrets contre un ennemi. Cette influence leur permet de vivre dans le luxe, de posséder des havres sécurisés et de disposer de ressources que les anarches ou les vampires indépendants peuvent seulement envier. Enfin, la Camarilla excelle dans la longévité et la stabilité. Son système de statut et de prestations lie les vampires entre eux par des dettes qui traversent les siècles. Un ancien qui a accumulé un statut pendant 500 ans peut devenir presque intouchable. Cette continuité donne à la secte une mémoire institutionnelle et une capacité à planifier sur le très long terme bien au-delà des exigences mortelles. Les faiblesses. Pourtant, cette même force est aussi la plus grande faiblesse. La Camarilla souffre d'une arrogance institutionnelle profonde. Elle se considère comme la seule légitime, la seule civilisée, et traite souvent les autres Kainites comme des barbares ou des menaces. Cette attitude a provoqué le départ massif des gangrels en 1999. Le justicar Xaviar, après avoir confronté le cercle intérieur sur des visions d'antédiluviens se réveillant, a emmené la majorité de son clan hors de la secte. Ce schisme a affaibli la Camarilla dans les territoires sauvages et aux frontières, la privant d'une force brute précieuse. La rigidité de sa hiérarchie constitue un autre talon d'Achille. Le système de statut favorise les anciens et punit l'initiative des jeunes. Un nouveau-né talentueux doit souvent ramper pendant des décennies avant d'obtenir une once de reconnaissance. Cela crée du ressentiment et pousse de nombreux vampires chez les anarches. À Chicago, on voit souvent les tensions entre primogènes et jeunes vampires qui peuvent paralyser une ville entière, transformant la cour en un nid de complot stérile. L'hypocrisie est également flagrante. La Camarilla prêche la mascarade et l'humanité, mais tolère, voire encourage discrètement, les manipulations, les trahisons et les diableries acceptables quand elles servent les intérêts de la secte. Les Tremere ont commis des atrocités pour consolider leur pouvoir et certains princes n'hésitent pas à sacrifier des caïtifs ou des sangs clairs pour maintenir la paix apparente. Les conflits internes rongent la tour d'ivoire. Les clans se disputent le pouvoir, les Ventrue veulent tout contrôler, les Brujas bouillonnent de rage contenue, les Malkavians distillent des vérités dérangeantes et les Nosferatu accumulent des secrets qui pourraient tout faire exploser. Pendant la Seconde Guerre mondiale, de nombreux anciens, surtout chez les Ventrue, Toreador et Tremere, ont soutenu les puissances de l'Axe tandis que le cercle intérieur refusait de prendre position, créant des divisions qui ont failli déchirer la secte. Enfin, la Camarilla peine à s'adapter au monde moderne. Son obsession de la tradition la rend lente face aux changements rapides. Internet, les médias sociaux, les technologies de surveillance. Autant de menaces nouvelles contre la mascarade qu'elle gère souvent avec retard et maladresse. Les sangs clairs de plus en plus nombreux sont traqués sans pitié comme des signes de l'AGN alors qu'ils pourraient représenter une nouvelle génération capable de s'adapter là où les anciennes échouent. La Camarilla est donc un colosse, immense, imposant, presque invincible lorsqu'il avance en ordre serré. Mais comme tous les colosses, il a des pieds d'argile.
Son arrogance, sa rigidité et ses divisions internes pourraient bien une nuit causer sa chute. Car dans le djihad, ce ne sont pas toujours les ennemis extérieurs qui portent le coup fatal, mais les fissures que l'on refuse de voir en soi. La Camarilla n'est pas simplement une secte, c'est un empire qui se cache derrière un masque de civilité. Depuis la convention des Thorns en 1493, elle a imposé son ordre sur la nuit. Elle a survécu à l'Inquisition, aux révoltes anarches, aux guerres sanglantes contre le sabbat et au bouleversement du monde mortel. Elle a transformé des monstres en princes, des ruelles sombres en salons feutrés et la terreur brute en une danse élégante de pouvoir et de protocole. Grâce à ses princes et ses justicards et à ses 6 traditions et à la mascarade qu'elle défend avec une ferveur presque religieuse, elle a offert à des milliers de Caïnites une illusion de sécurité et de grandeur. Pourtant, derrière les lustres de cristal et les serments solennels, la vérité est bien plus sombre. La Camarilla est un édifice splendide, mais fissuré. Son arrogance millénaire, sa rigidité hiérarchique, son mépris pour les jeunes et les sans-clans, sa peur viscérale du changement la ronge de l'intérieur. Le départ des gangrels en 1999 n'était pas seulement une perte, c'était un avertissement. La tour d'ivoire tremble. Et plus elle s'accroche à ses traditions, plus elle risque de s'effondrer sous son propre poids. Car la Camarilla ne protège pas seulement les vampires, elle protège surtout le statu quo. Elle protège le pouvoir des anciens. Elle protège l'idée que certains sont nés pour régner et que les autres doivent s'incliner. Alors la prochaine fois que vous foulerez les rues d'une grande ville la nuit, regardez bien les ombres des gratte-ciel, écoutez le silence des ruelles élégantes. Derrière chaque accord commercial, chaque gala de charité, chaque discours politique, la Camarilla est là. Elle vous observe, elle vous juge. Elle décide qui peut vivre et qui doit disparaître. Car dans le monde des ténèbres, la plus grande illusion n'est pas la mascarade. C'est de croire que l'on peut échapper à la tour d'ivoire.